Bien, pendant que vous vous installez, je commence à vous présenter parce que nous accueillons deux vieux routiers des États de la France et deux petits nouveaux. Alors, Michel Didier, je crois que vous êtes le seul, peut-être avec Brice Teinturier, à avoir été des 7 éditions des États de la France. Vous présidez l'Institut COE Rexecode, qui est réputé pour sa capacité à faire le lien entre sa connaissance intime du monde des entreprises et l'exercice de prévision macroéconomique. Jean-Hervé Lorenzi, vous êtes aussi un habitué de nos rendez-vous. Vous présidez le Cercle des économistes, un des viviers les plus féconds et les plus connus en France, qui chaque année, à Aix-en-Provence, organise des rencontres qui sont devenues une institution. Je parlais d'opéra à l'instant, là aussi c'est la réunion de l'opéra et de l'économie. Wolfgang Glomb, c'est la première fois que nous vous accueillons et nous en sommes très heureux. Vous êtes un économiste et vous êtes membre du Conseil d'analyse économique franco-allemand, où sont observées avec beaucoup de pertinence et d'acuité les relations parfois passionnelles, nous le verrons tout à l'heure, entre nos deux pays. Éric Leboucher, pour vous aussi, votre présence est une première. Vous êtes un des journalistes économiques les plus réputés en France, éditorialiste aux Échos, Échos qui sont partenaires des États de la France. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'articles qui font référence aux États de la France dans l'édition de ce matin des Échos. Chroniqueur à Europe 1 et c'est très important, cofondateur du site internet slate.fr, qui est probablement l'une des innovations de presse sur Internet les plus intéressantes. Christian Nibourel, je vais vous donner la parole dans un instant pour ouvrir notre débat, mais vous êtes président d'Accenture France et Benelux, et donc, à ce titre, l'un des 5 partenaires des États de la France. Alors, nous allons, avec cette table ronde, inaugurer un mécanisme que je vous avais annoncé tout à l'heure et qui va se répéter 4 fois au cours de notre journée. Je vais demander à Ludo van der Heyden de rejoindre le pupitre devant moi et pour commenter brièvement, un peu moins brièvement pour l'ouverture, l'étude INSEAD qui vous a été remise et dont et moi-même tout à l'heure et surtout Peter Zemski a parlé dans son discours d'ouverture. Alors, Ludo, première question, l'objet... Oui, ça fait bizarre, je sais, mais enfin, il va falloir que tu t'y fasses. Première question, quel est l'objet de cette étude ? Donc l'objet, c'était d'utiliser un panel comme les années précédentes, un panel du business, du monde international des affaires, surtout nos anciens, pour avoir un regard extérieur mais aussi intérieur, puisqu'il y a 30% de Français, sur la situation française, évidemment, avec un biais économique, c'est-à-dire avec un biais des gens du monde des affaires. La question qu'on voulait examiner et qui n'est pas, disons, traditionnelle, également dans nos enseignements de business, c'est le lien entre justice et compétitivité. Donc justice, équité et compétitivité. Alors, si tu me permets, Gilles, oui, je vais la présenter. D'abord, voilà. Je dois inclure mon collègue Bruno Lanvin à ma gauche, à votre droite. Donc on a fait cela ensemble. Il y a un rapport qui vous est remis, que je vous invite à lire, parce que bien sûr la justice, c'est un très grand sujet. Et le premier point qu'on voulait souligner, c'est qu'il faut être juste pour être performant. Donc la justice, pas du tout comme on fait beaucoup d'argent, on peut partager les biens pour que les choses aillent mieux autour de nous, mais pour que les choses aillent bien, il faut être juste. Donc c'était ça le point. Alors les points de départ, là je fais le lien avec l'an passé, les mots français, je fais référence au professeur Maffesoli, les mots MAUX, et bien sûr le mal français, c'est de ne pas trouver les mots justes, MOTS. C'est-à-dire que sur la compétitivité française, ça ne manque pas d'idées, mais la seule chose qui manque, c'est la flexibilité. Mais on ne peut pas utiliser le mot flexibilité. Alors si on ne va pas pouvoir utiliser le bon mot, on ne va pas trouver la bonne solution. Donc quels sont les mots justes qui amènent les actions justes ? Et alors avec la question qui est annoncée, comment concilier efficacité avec équité ? Il est bon d'arriver de suite avec la réponse. C'est-à-dire l'équité est plus une question de juste méthode
que juste part. C'est-à-dire qu'il faut un fair play parmi les acteurs majeurs, que ce soit économique, social et politique, plus de fair play et moins de discussions sur la juste part, fair share. Donc ça, c'est un peu l'angle qu'on veut mettre dans le rapport. Et pour développer un peu cette idée, notre point de départ, en fait, c'est que dans le business, mais également dans le politique, dans le social, ce qui est bien plus important, ce n'est pas quelle est ma part du gâteau, mais est-ce qu'on va appliquer la juste méthode qui va déterminer les parts des uns et des autres. Et si on fait la parenthèse de la juste méthode, il n'y en a pas. C'est ce que j'appelle, moi, dans mes cours, le rock and roll, c'est-à-dire tout le monde bouge, mais il n'y a pas vraiment de méthode. Donc s'il n'y a pas de méthode, il n'y aura pas de juste distribution. Si on s'obsède uniquement sur les parts du gâteau, ça va devenir de la négo. Et la négo, ce n'est pas une méthode très juste. C'est-à-dire, dans les négos, on ne dit pas toujours quelles sont les faiblesses, quelles sont nos vulnérabilités. C'est-à-dire qu'on va être à l'extrême. On va parler uniquement avec des forces et on va même dire, écoutez, ce que vous ne savez pas ne vous nuit pas. Et bien sûr, on va essayer de prendre les parts du gâteau vers vous. Donc je dirais un des commentaires du panel et une des idées du rapport, moins de négo, plus de méthode. Ce qui est remarquable parce qu'en fait, il y a eu discours de la méthode et la méthode est cartésienne, donc la méthode est quelque chose de très français. Donc c'est un rappel à la juste méthode. Très intéressant de le dire ici. Quel est le tribunal économique? Y a-t-il un tribunal économique? Et il y a un peu confusion des genres, c'est-à-dire que tout en France est social. C'est remarquable combien le MEDEF parle quand il s'agit de négociations sociales. La grande action du gouvernement, c'est ArcelorMittal, le sauvetage des emplois. Ce qui manque, c'est un projet économique. Et donc, pour avoir un projet économique, il faut une tribune économique. Et donc ça va être l'appel aux citoyens économiques, venez à la tribune. Mais où est la tribune? Et si l'économique se fait par le politique, ça ne va peut-être pas faire la juste méthode. Donc ça, c'est l'argument de la juste méthode. Pour illustrer le point, je vais faire un grand rapprochement entre les États-Unis et la France. Tout le monde est d'accord, sauf quelques-uns, que la compensation, compensation, des PDG américains est excessive. Certains, ceux qui l'ont, bien sûr, trouvent qu'ils le méritent, mais les autres qui regardent trouvent que c'est injuste. D'ailleurs, c'est très amusant, dans la négo du salaire du PDG américain, le PDG va utiliser la méthode compensation. Je souffre tellement qu'il faut me compenser. C'est le début de la négo. En Europe, le mot est remuneration. C'est-à-dire que chacun a une rémunération selon sa juste valeur. Donc déjà des points de vue culturels très différents. Quel est le déficit de méthode du PDG américain? C'est-à-dire, dans le comité de compensation, il faut que j'ai des amis dont la compensation est supérieure à la mienne. Parce qu'alors, ils vont regarder le point de vue de leur côté, ils vont dire, bon, ben, le pauvre Ludo, il gagne que 20, moi j'en gagne 100, bon, ben, on va peut-être augmenter un peu son salaire. Donc ça, c'est un exemple de méthode injuste. Je ne vais pas parler des CDS, des instruments financiers qui étaient sophistiqués et qui sont devenus toxiques. C'était bien de les appeler des instruments toxiques quand on les vendait. Évidemment, on a dit qu'ils étaient toxiques une fois qu'ils avaient été achetés. Donc ça, ce n'est pas la juste méthode. En France, trop de discussions sur le fair share social. Quelle est la part qui revient aux employés et surtout au gouvernement? Donc, la méthode, ça va être la méthode du gouvernement. Et là, à force de trop discuter sur la part sociale, on va bien sûr avoir une méthode qui ne va pas justifier assez ou qui ne va pas s'adresser assez à
à créer le gâteau économique, et donc à force de faire trop de juste part sociale, ont bien sûr réduit le gâteau économique. Donc voilà un peu... Je vais te demander d'accélérer un tout petit peu, parce que l'essentiel de ce que tu dis est dans l'étude, et on pourra s'y reporter, mais il va falloir qu'on commence la table ronde. Une fois professeur, toujours professeur. Donc j'accélère très vite et on dit un peu le principal. On pourrait peut-être passer au slide que tu as choisi pour ouvrir la table ronde économique. Déjà. Oui. Donc, alors, on a fait notre panel. Le panel est très favorable vis-à-vis de la France. Donc, les étrangers ne sont pas les mauvais, les méchants. En fait, les Français sont, comme l'année passée, plus critiques sur la France et les Français que les étrangers. Les Britanniques sont très positifs. Il y a dû y avoir un biais. Alors, première question ou le premier commentaire sur la table économique, sur le panel économique. La question des critères de la juste part. Donc, il y a 3 critères en justice, mérite, égalité et besoin. Et là, bien sûr, pas de surprise, plébiscite de notre panel pour plus de mérite. C'est le chiffre que vous voyez à votre gauche, plus 1,1. Donc, le plébiscite pour plus de mérite dans la sphère économique. Rétablir la place au mérite. Pour cela, nécessité d'une gouvernance économique meilleure. Et je dirais, citoyens économiques, PDG, employés, venez à la tribune et ayez des opinions. Ne vous faites pas enfermer dans le tribunal social ou le tribunal politique. Et bien sûr, le commentaire pour le gouvernement. Quelle est la vision économique ambitieuse ? Il y a eu Ariane, il y a eu Concorde, il y a eu l'énergie, il y a eu le TGV. Quel est le projet économique qui porte la France ? Et pour clôturer mon propos, c'est très intéressant qu'on est dans le Conseil économique et social, et peut-être et environnemental, et peut-être dans toutes ces discussions, peut-être qu'il faudrait 3 chambres distinctes, sans doute y en a-t-il, un Conseil économique, pour que vraiment on redonne la parole à l'économique et aux acteurs majeurs, et que ce ne soient pas les acteurs sociaux et les acteurs politiques qui enferment et qui cadrent les acteurs économiques dans un mauvais cadrage. Merci. Merci beaucoup, Ludo. On te retrouve tout à l'heure pour la table ronde sociale. Et puis maintenant, je vais demander à Christian Nibourel de monter aussi au pupitre et d'ouvrir notre débat en nous faisant part, alors, par rapport à ces perspectives économiques dont nous allons débattre pendant l'heure qui vient, de son point de vue de chef d'entreprise. Oui, merci Gilles. Alors moi, je suis passé un peu par toutes les étapes ce matin, puisque j'ai eu un petit moment d'absence. J'ai cru que j'allais intervenir après le président Delvoye, et là, je me suis dit, là, je suis mort. Ensuite, j'ai cru que j'allais parler après Angèle, et je me suis dit, c'est pas mieux. Et maintenant, de toute façon, j'ai plus de temps de parole, puisqu'il faut rattraper le retard, donc merci. Mais je vais essayer de faire bref. Alors moi, j'ai envie de démarrer sur une note positive, parce que quand même, ce matin, on a parlé, mais on voit ça dans les journaux tous les jours, hein, falaise de la dette, précipice fiscal. Bon, la marge est étroite. Et je dis, si finalement on n'a pas de note positive, c'est difficile d'avoir une vision, c'est difficile d'avancer. Moi, c'est un peu ce que je me donne tous les matins, d'ailleurs, quand j'arrive au bureau, puisque vous me demandez de témoigner en tant que chef d'entreprise, et surtout d'ailleurs le lundi matin. Parce qu'en fait, le lundi matin, quand j'arrive à 7h15, je tombe toujours sur qui ? Sur mon directeur financier. Et là, pour arriver à avoir une note positive, c'est pas facile. Alors j'essaye, et puis je lui dis, tiens, tu vois, là, tu as vu quand même la compétitivité, ça y est, le gouvernement y est. On a le crédit, compétitivité, c'est ce qu'on demandait, c'est ce que le MEDEF demandait, on peut se réjouir. Lui, il me répond, oui, tu as oublié le forfait social, ça nous coûte 3,6 millions. Alors je lui dis, oui, c'est un point de vue, il me dit, non, c'est la réalité des chiffres. Bon, alors pour démarrer une journée comme ça, après, c'est pas facile. Alors, quand même, une note positive. Moi, je dis oui, quand je me lève le matin, je me dis, et finalement, et si nous n'avions pas d'Europe ? Quelles seraient les tensions entre les pays aujourd'hui ? Moi, je me réjouis que l'Europe ait reçu le prix Nobel de la paix. Je me réjouis aussi quand je regarde les opportunités qui sont en face de nous en France et en Europe sur la démographie, qu'allons-nous faire de la démographie positive en France ? Je me réjouis sur le fait qu'on ait des talents, que ces talents, le président Delvoye l'a rappelé,
créativité, savoir-faire. Comment capitaliser sur cette créativité et ce savoir-faire, les opportunités de la révolution numérique, le big data, la mobilité, les machines to machine, tout ce qui va arriver en transformation et qui va nous permettre de développer plus de services, plus de compétitivité. Les marchés en croissance, les BRIC, mais pourquoi pas l'Afrique, plus proche de nous, où je pense que nous avons un réservoir de croissance. Alors je me dis, mais pourquoi ne serions-nous pas capables, finalement, de tirer parti de ce potentiel de croissance et de ce réservoir de croissance? Comment concilier, finalement, rigueur et croissance? Et moi, je dirais, comment concilier le réel avec le rêve? Alors, être dans le réel, c'est quoi? Moi, je dirais, c'est d'abord la fiabilité du diagnostic. On ne peut pas construire des perspectives et donner une ambition si on ne travaille pas sur un diagnostic fiable. Donc moi, je crois qu'en France, il faut qu'on arrête, mais très vite, le déni de réalité. Il faut qu'on accepte de nommer la réalité, sans la passer par un filtre idéologique. Et je dirais accepter les mots de crise, de rigueur, de choc de compétitivité, de fermeture d'usines. Alors l'exemple de Florange, les patrons ne sont pas contents, les investisseurs, pour ceux qui voyagent à l'étranger, peuvent témoigner sur l'impact de la nationalisation vue de l'étranger, les salariés ont l'impression d'être trompés, les représentants nationaux, les députés, sont complètement révoltés par ce qui s'est passé. Donc j'ai dit, c'est pas de cette façon-là qu'on va arriver à changer les choses. Travailler sur la réalité, le déni de réalité, une croissance à 0,8 alors qu'on sait qu'on a une croissance à 0,3. Même Michel Didier est obligé de regarder 3 fois ses notes quand il discute avec des politiques. Il finit par même douter que la dépense de l'Europe, de la France, est à 57%, Michel, du PIB ou 56% du PIB. Alors il regarde ses notes, il dit non, c'est bien 56%. Même lui, il va finir par douter. Donc je me pose des questions sur l'image que l'on projette en France et dans le pays. Donc moi je crois qu'il faut effectivement créer les conditions favorables au développement d'activités, flexibilité d'emploi, compétitivité, investissement, financement. Ça on l'a vu, mais le rêve, ça veut dire quoi? Le rêve, c'est la croissance, mais ce n'est pas un rêve inaccessible. Pour moi, c'est cultiver une vision de visionnaire pour aller chercher la croissance. Et là, j'ai besoin de stratèges. Là, j'ai besoin de stratégie et de stratèges. J'ai besoin de stratèges visionnaires et faiseurs. L'Europe doit être stratège. La France doit être stratège. L'entreprise doit être stratège. J'allais bien me dire, le citoyen doit être stratège. On doit aller vers une vision Europe en prenant l'ensemble des gros problèmes, l'approvisionnement, la sécurité énergétique, Jean-Paul Delvoye en parlait tout à l'heure, l'infrastructure, le marché porteur, l'exportation, la complémentarité des empreintes sociales, environnementales et économiques de chacun des pays d'Europe, plutôt que d'essayer d'avoir des pays qui vont se ressembler. C'est ça qu'on doit essayer d'aller chercher. Mais pour être stratège, il faut s'appuyer sur le réel, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sans déni de réalité, parce que quand on est dans le déni de réalité, on part à la défensive. Et nous, on a besoin d'offensive. Donc il faut aller chercher cette croissance en évitant la technique des boucs émissaires, en étant positif, en étant courageux, en étant leader pas en étant leader de l'Europe, mais en étant leader pour l'Europe, c'est ce que mentionnait d'ailleurs aussi Jean-Paul Delvoye tout à l'heure. Être leader pour la France, être leader pour l'entreprise. Moi, je dirais que pour gagner, il faut avoir un moral de vainqueur. C'est ce qui nous manque. Il faut être positif. Il faut arrêter la défiance vis-à-vis des chefs d'entreprise. Ça serait plutôt le moment d'instaurer un peu plus de respect et de considération mutuelle. Alors, messieurs, j'allais vous demander, quel constat faites-vous, vous, du réel? Où aller chercher la croissance? C'est la question du débat. Facile. Merci Christian. Nous allons commencer et continuer d'ailleurs, parce que je pense que le dossier maintenant et la question est largement instruite, à essayer de voir comment on concilie compétitivité et équité. On peut décliner cette question en plusieurs aspects, en plusieurs sous-questions qui vont animer nos débats. La conciliation principale qu'on a à trouver pour l'aspect économique à court terme, c'est comment est-on capable de concilier la rigueur et la croissance? Cette question-là est sur la table. Le président Delvoye l'a mentionné tout à l'heure.
on va essayer de la traiter avec des angles et des façons de faire différents selon nos quatre experts. Michel Didier, donc vous allez commencer peut-être par nous camper, comme il est de tradition, le scénario économique, votre scénario économique. Et quand on pose la question, est-on capable de concilier rigueur et croissance, on est obligé de se poser la question de la pertinence des deux objectifs phares de la politique économique aujourd'hui pour 2013, c'est-à-dire les 0,8% de croissance et le déficit public ramené dans les limites de 3% du PIB. Est-ce que ces deux objectifs vous semblent crédibles, possibles? Si oui, à quelles conditions? Et à partir de ces objectifs-là, quel scénario économique bâtissez-vous pour l'année 2013? Bien, merci. Très vite, la France n'est pas seule dans le monde, donc elle n'est pas indépendante du monde. La conjoncture mondiale n'est pas mauvaise. Elle est un peu au-dessous de sa tendance, longue, mais elle n'est pas mauvaise. Nous avons peut-être un peu trop le prisme de regarder le monde à notre image. Là, les pays émergents ont retrouvé, la Chine réaccélère un peu, elle avait ralenti, mais enfin le ralentissement chinois c'était 7,5% de croissance, c'est pas dramatique. Les États-Unis sont engagés dans une phase de reprise progressive mais qui se consolide. Tous les mécanismes d'une reprise sont là, l'investissement est reparti, même s'il a un petit peu ralenti récemment. L'immobilier est en train de suivre. La construction est sur un redémarrage assez net. Il y a bien sûr la question budgétaire. 5% de déficit, enfin il y a plus que 5% de déficit actuellement, mais réduire le déficit aux États-Unis dépendra à la fois de l'accord politique qu'ils trouveront, bien entendu, mais aussi des forces spontanées de la reprise économique. Et si la reprise se développe à 2 ou 2,5 ou 3% de croissance, le déficit va lui-même, le problème du déficit va lui-même se réduire. Alors reste un problème, qui est le problème du monde aujourd'hui, il faut bien le dire, c'est la zone euro qui s'enfonce dans la récession. Tous les indicateurs sont clairs à cet égard. Aucun indicateur ne s'est amélioré depuis quelques mois. Et nous ne sommes pas dans une récession brutale, due à la différence complète de 2008-2009, qui était un choc violent, qui d'ailleurs nous avait fait prévoir un rebond assez fort, qui a eu lieu. Et que nous payons. Oui, enfin, que nous payons. Il nous a bien arrangé le rebond quand même dans un premier temps. Mais maintenant, on est dans une récession d'une autre nature qui est lente et presque inexorable. Bon. C'est dans ce contexte que l'on doit réduire le déficit public. Il y a des réalités. C'est vrai que la réduction des déficits publics dans une partie de l'Europe complique l'exercice de la croissance, mais en même temps, il est incontournable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie par le déficit, ou par le maintien du déficit ou l'augmentation de la dette. Donc il y a un passage à opérer qui est, je ne crois pas qu'on arrivera à 3, on pourra peut-être à 3,5, mais je crois que ce n'est pas le véritable sujet. Le véritable sujet, c'est qu'on s'est engagé dans un processus, à mon avis, crédible, de réduction du déficit. Et les marchés ne feront pas un caca nerveux si on est à 3,5? Ça, les marchés, je ne me permettrai pas de faire un pronostic sur leur comportement. Si nous restons dans un schéma de crédibilité du réduction du déficit, ils n'attaqueront pas la France. S'ils s'aperçoivent que les objectifs on en reparlera, je pense, dans le débat, de compétitivité, etc., sont des mots et pas véritablement derrière une stratégie permanente et durable, parce qu'il faudra du temps. Eh bien là, je crains qu'en effet, il n'y ait quelques interrogations. Mais nous ne sommes pas du tout à la veille de cela pour l'instant en France. J'ai beaucoup plus de préoccupations sur d'autres pays de la zone euro, donc sur la stabilité même de la zone euro, et on pourra y revenir si vous voulez, mais quand on lit les propos, enfin quand on écoutait les propos tout à l'heure du secrétaire général de l'OCDE, on les trouvait un peu pessimistes quand même, hein. Mais quand on lit le texte
de l'OCDE lui-même, ce qu'il a publié dans ses perspectives par écrit, il y a des phrases qui sont terribles. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais le pessimisme, j'ai rarement vu un pessimisme une aussi minute, fort. parce que c'est tellement important. Et vous partagez ce pessimisme. Autrement dit, question que je crois que tout le monde se pose, est-ce que le scénario de l'éclatement de la zone euro est aujourd'hui un scénario auquel vous accordez un certain degré de probabilité? Écoutez, je vais me cacher derrière l'OCDE. Hein. Nous, on aimerait C'est mieux très vous simple. entendre, vous. Hein. Voilà une phrase qui est, je ne sais plus qui l'a signée dans les perspectives de l'OCDE, si c'est le secrétaire général lui-même ou le chief économiste, mais voilà, je cite la phrase. La zone euro sur laquelle pèsent des risques de fragmentation considérables pourrait être en péril. Voilà. Alors, Et vous, évidemment, Michel Didier, quand on vous met partagez un conditionnel, c'est toujours vrai, un conditionnel par nature. Vous- Mais je crois que ceci exprime le fait que, clairement, nous ne sommes pas sortis des problèmes de la zone euro. Je repose la question, est-ce que vous pensez qu'il est possible, peut-être pas majoritairement dans vos probabilités, mais que la zone euro éclate dans un avenir plus ou moins proche? Je ne sais pas ce que ça veut dire éclater la zone euro. Je ne sais pas. Les scénarios Qu'un d'éclatement. certain nombre de pays, par exemple, quittent la zone euro. C'est pas un éclatement de la zone euro. Ça, c'est certains pays se retirent de la zone euro. Bon, Et très c'est bien. un scénario plausible? Il est bien entendu plausible. Je ne crois pas que ce soit le scénario principal et de loin, mais il est toujours. Mais c'est pas le sujet unique. Il y a d'autres scénarios possibles qui ne sont pas bons. Par exemple, le scénario où on ne quitte pas la zone euro parce qu'à chaque fois, personne ne quitte la zone euro parce qu'on fait toujours le nécessaire pour que ça continue. Mais les contraintes sont telles qu'en réalité, ceci se fasse au prix d'une très longue stagnation de la zone euro et peut-être même, disons, d'une divergence politique à l'intérieur de la zone euro qui crée un problème permanent et qui nous empêche finalement de trouver la sortie. Mais la sortie n'est pas simple, et si vous voulez, on peut citer au niveau des recommandations des points que l'OCDE évoque aussi dans son papier tout à l'heure. On a cité un certain nombre. Oui, mais pas les recommandations, oui. Sur la croissance, alors, vous dites sur les 3%, on n'y sera pas, mais on n'en sera peut-être pas très loin, et c'est peut-être pas un sujet si grave. Sur la croissance, les 0,8 du gouvernement, vous y croyez? Non, nous avons une petite croissance, enfin une petite récession négative pour la France en 2013. Donc forcément, ce n'est pas notre scénario. Voilà. Et donc le 0,3 de l'OCDE est trop optimiste pour vous aussi? Le 0,3, il est, disons qu'au 0 ou quelque chose. Vous savez, c'est très simple. Il y a un raisonnement extrêmement simple. Il n'y a pas besoin de modèle pour ça. Nous sommes en stagnation aujourd'hui. Nous étions en stagnation. On va prélever à peu près 1,5% du PIB, dépenses-recettes, peu importe. Il y a un prélèvement sur le secteur privé de 1,5% qui va s'opérer par le choc fiscal, dont on redira un mot tout à l'heure, parce qu'il me paraît assez critiquable. Mais on va opérer 1,5% de croissance. S'il faut être 0 moins 1,5%, vous voyez que pour faire 0 plus 0,8%, c'est beaucoup. Il faut quand même qu'il se passe des choses dont on ne voit pas très bien où elles sont. Alors, précisément, sur le choc fiscal, en fait, est-ce que c'est parce qu'on essaye de réduire le déficit que la croissance est si faible, ou est-ce que c'est parce qu'on a pris les mauvais moyens pour réduire le déficit que la croissance est si faible? Non, la croissance est si faible en Europe parce que la zone euro est entrée depuis 2010 dans une phase de tension périodique extrême, donc de stress de marché, qui font qu'elle ne sait plus très bien où elle va. Bon. D'ailleurs, la question que vous posiez tout à l'heure était tout à fait typique de cela. Il y a des scénarios. Ce stress extrême est très, très, très pénalisant pour les comportements des acteurs et notamment pour les comportements des entreprises. Donc, il y a peu de probabilité, par exemple, qu'on ait une reprise économique dans ce contexte-là. Il y a une chose qui est tout à fait typique. Quand vous regardez le rythme, la variation de l'investissement dans les différents grands pays, vous aviez des cycles d'investissement très comparables pour les États-Unis, le monde dans son ensemble, avec évidemment les problèmes chinois, mais les États-Unis et l'Europe. On était dans les mêmes cycles avec un petit décalage, parce que la croissance américaine est plus forte et nous, on est plus faible. Mais la tendance est un peu différente, mais les cycles étaient les mêmes. Tout d'un coup, en 2010, 2011, qu'est-ce qu'on voit? On voit un cycle de l'investissement américain classique qui redémarre, on voit l'Europe qui redémarre au début, 2009, début 2010, et tout d'un coup,
ça chute. C'est-à-dire que la zone euro s'est complètement déconnectée du cycle mondial. Pourquoi ? À cause de ces problèmes internes. Et ces problèmes internes, ce sont ces tensions périodiques qui reviennent et qui font que les comportements sont des comportements généralisés de prudence. Alors, dans ces comportements de prudence, il y a bien entendu les déficits publics et la nécessité de les réduire. Je dirais que c'est l'application au secteur public et aux États de ce comportement général de prudence qui empêche la croissance. Et ça peut durer malheureusement assez longtemps, autant qu'on n'arrivera pas à endiguer ces retours périodiques de stress financier. Et la question que vous posiez, c'était est-ce qu'il y en aura encore devant nous? Je ne veux pas les prédire, mais je veux dire, la probabilité qu'ils reviennent est loin d'être négligeable. Voilà. Alors, un dernier mot, et puis ensuite je passerai la parole à nos amis, sur le choc fiscal, ce que vous avez appelé le choc fiscal. D'une certaine manière, Angèle Gurria a expliqué tout à l'heure que l'essentiel de l'effort de réduction du déficit était lié à une augmentation des impôts et non à une réduction des dépenses. La réduction des dépenses, et on y reviendra avec Éric Le Boucher tout à l'heure, elle est programmée sur le plus moyen terme. Est-ce qu'il y avait d'autres choix à court terme que cette répartition de l'effort, c'est-à-dire les 20 milliards de réduction, le 20 milliards d'augmentation des impôts et 10 milliards de réduction des dépenses à court terme pour répondre à l'urgence des 3%? Oui, je crois. Je pense d'abord que quand vous dites la réduction des dépenses, elle est programmée, moi je dirais qu'elle est annoncée pour l'instant. Oui. Parce que je n'ai pas la moindre idée des 10 plus 20 qu'on doit faire en 2014, puisqu'il y avait déjà 10 et qu'il faut en rajouter 10. C'est 60 sur 5 ans. En fait, non, mais et peut-être 120 sur 10 ans, j'en sais rien. Bon, mais vous n'y croyez pas, en gros? Non, je n'ai pas dit que j'y crois pas. Je dis qu'il faut la concrétiser. D'accord. Bien entendu, on peut le faire. On a toute possibilité de le faire quand on a 57% du PIB. Mais pour ça, il n'y a que deux leviers. Il ne faut pas se leurrer. Il faut les voir en face, ces deux leviers. Un levier, c'est l'emploi public, c'est les effectifs publics. Ça représente pratiquement beaucoup plus que la moitié le coût de fonctionnement, si vous voulez. C'est beaucoup plus que la moitié. Et si j'ajoute les frais qui vont avec, parce que quand on est un emploi, il faut fonctionner, si vous voulez. Bon, donc c'est les 2/3 de la dépense publique en biens et services, enfin la dépense publique directe. Et ça, c'est donc un levier. Si on n'y touche pas, il n'y a aucune chance d'y arriver. Et le deuxième, c'est les prestations sociales. Il n'y a pas de mystère. On ne peut pas baisser la dépense publique totale si on ne touche pas à certaines prestations sociales, c'est-à-dire si on ne repense pas la manière de jouer la solidarité en France, solidarité qui est indispensable, mais qui peut peut-être se penser différemment. Donc c'est vraiment des réformes de fond qui sont derrière tout ça. C'est les fameuses réformes structurelles dont parlait C'est une Angèle partie Gurria. des réformes structurelles. Il y en a d'autres qui concernent le secteur privé, proprement dit. On y reviendra. On y reviendra. Merci beaucoup, Michel Dédier. Je me tourne vers vous maintenant, Wolfgang Glomb. L'importance que revêt notre partenaire allemand pour l'économie et pour la politique française se traduit dans le fait que nous avons deux invités de votre pays, vous-même, et un autre qui viendra à la table ronde sociale, dans un contexte qui, pour utiliser un doux euphémisme, a été meilleur, j'allais dire, dans le passé, sur nos relations entre la France et l'Allemagne. Notamment au cours des derniers mois, des voix se sont fait entendre dans votre pays sur la politique économique française, avec ce soupçon récurrent de laxisme ou d'absence de vision. Et dans notre pays, l'idée que le modèle allemand pourrait probablement représenter cette fameuse stratégie que Michel appelait de ses voeux ou que Christian Dibourel appelait également de ses voeux. Alors, première chose, est-ce que vous partagez le jugement critique d'un certain nombre de vos concitoyens vis-à-vis du cours que est en train de prendre l'économie française? Est-ce que le modèle économique allemand que vous connaissez mieux que quiconque, il est encore pertinent aujourd'hui? J'ai vu que le patron des patrons allemands disait qu'il fallait le faire évoluer, ce modèle-là. Alors, est-ce que ça ne serait pas le bon moment pour ne pas l'imiter tel quel? Et puis, surtout, est-ce que vous ne pensez pas que c'est, comme le disait ou le suggérait très fortement Michel, le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de vrai pilote de l'économie européenne et que de ce point de vue-là, le couple franco-allemand est assez défaillant?
Merci. Merci, monsieur. Bonjour, mesdames et messieurs. Un grand merci tout d'abord pour l'invitation que j'ai acceptée avec un grand plaisir. Elle me donne la possibilité d'exprimer mon point de vue. C'est le point de vue d'un économiste allemand. Certainement, il y a d'autres points de vue valables. Ce n'est pas par hasard que je regarde par la gauche, là, à la gauche. On peut en discuter. Et je vous ai prévenu, en acceptant l'invitation, que chacun qui m'invite, il le fait sur son propre risque. Cela veut dire, monsieur, je vais me permettre d'être provocatif un peu pendant ma présentation, au moins pour animer le débat. Maintenant, je suis dans une situation un peu délicate là, après la présentation brillante antécédente là, de Michel Didier. Il faut que je fasse des efforts pour être brillant aussi, même dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Mais cette fois-ci, j'ai quand même un petit avantage. Normalement, je prends toujours la parole après mon ami Jean-Hervé Lorenzi. Cette fois-ci, c'est à l'envers. Alors, ça serait à lui. Rien n'a été négocié. D'être brillant tout à l'heure. Je voudrais bien commencer et revenir sur vos questions, monsieur, avec une autre question. Selon votre connaissance, la croissance économique, elle est plus élevée en France ou en Allemagne? Bon, la réponse, contraire à l'opinion publique, la croissance économique, elle a été plus élevée en France qu'en Allemagne. En Allemagne, plus élevée uniquement pendant les 2-3 dernières années. Dans les années antécédentes, elle a été moins élevée, pour des raisons que je pourrais expliquer, si vous voulez, tout à l'heure, s'il y a encore le temps. Mais il y a quand même un paradoxe. Je voudrais tirer votre attention sur ce paradoxe-là. Malgré la croissance plus élevée en France, il y a quand même un taux de chômage plus élevé en France, il y a un déficit budgétaire plus élevé en France, il y a des comptes extérieurs déficitaires par rapport à des comptes extérieurs excédentaires en Allemagne. Bon, il y a maintes explications pour ce déséquilibre. Une explication qui est à l'ordre du jour, c'est la compétitivité. La compétitivité. Pour nous, oui, de l'étranger, c'était étonnant qu'on parle maintenant, avec le nouveau président, avec le nouveau gouvernement, de la compétitivité. Par contre, pendant le quinquennat de l'ancien président, on a parlé rarement de la compétitivité. C'est un pas dans la bonne direction, je dirais. Bon, compétitivité, comme vous le savez, compétitivité, ce sont les coûts de travail corrigés de la productivité. Bon, il ne faut pas parler uniquement sur les coûts de travail, on pourrait parler aussi sur la productivité. Productivité, moi, étant allemand, je sais de quoi je parle. Après la chute du mur, en 1989, on a découvert que la productivité de l'industrie ex-RDA ne correspondait qu'à 30% par rapport à la productivité de l'industrie en Allemagne de l'Ouest. Alors, en termes économiques, les coûts de travail n'auraient pas dû dépasser 30% les coûts de travail en Allemagne de l'Ouest. Bon, ce n'était pas faisable politiquement. Les coûts de travail ont été ajustés en Allemagne de l'Est très vite, avec deux conséquences parmi d'autres. Taux de chômage 2 fois plus élevé en Allemagne de l'Est, là, et des transferts financiers massifs de l'Ouest à l'Est depuis 89, ils s'accumulent à presque 3 quarts d'un PIB annuel allemand. 3 quarts.
Peut-être vous voyez un peu quelques parallèles avec ce qui se passe dans la zone euro. Ce n'est pas par hasard que je l'ai mentionné. Bon, avec la compétitivité, coût de travail, et avec la productivité, on pourrait distinguer la productivité du travail et la productivité du capital. Deux explications pour revenir carrément sur votre question là. Productivité du travail, elle dépend aussi, parmi d'autres, de l'ingérence de l'État dans l'économie. On se demande en Allemagne pourquoi c'est l'État qui décide par législation la durée du travail. C'est plutôt aux partenaires sociaux de le décider. Deuxièmement, on se demande pourquoi c'est l'État qui fixe un salaire minimum sans prendre en considération la productivité différente dans des secteurs différents. Bon, je sais exactement que les 35 heures et le SMIC, ils sont sacro-saints en France, mais je le dis quand même librement. Troisièmement, ce qui détermine la productivité du travail, c'est la formation initiale professionnelle. Et là, dans le rapport gallois, on peut très bien lire que ce qui se passe en France, là, ce n'est pas adéquat ou la formation, elle ne correspond pas aux besoins de l'industrie. Bon, un petit mot là à la productivité du capital. Peut-être vous savez que l'épargne des ménages qui est placée dans le livret A, cette épargne, elle est utilisée à 60%, 70% pour financer le logement social. Moi, je ne suis pas, il ne faut pas me méprendre, je ne suis pas contre le logement social, mais pour moi, il faut faire un choix politique et puis il faut le financer par l'argent des contribuables, par les impôts, par l'épargne des ménages. Deuxièmement, recherche et innovation. Très déterminant pour la productivité du capital. En France, c'est plutôt financé par l'État pour des projets de grand prestige en Allemagne et d'autres pays de la zone euro pour les entreprises privées, en particulier petites et moyennes entreprises. Et troisièmement, la répartition géographique. Où l'argent, où le capital est investi. Est-ce qu'il est investi uniquement dans le propre pays ou mondialement? Bon, pendant le quinquennat antécédent, la stratégie, c'était de créer des champions nationaux. On s'est demandé en Allemagne, on vit dans un monde globalisé, à quoi ça mène d'avoir des champions nationaux? Il faut des champions internationaux globalisés. Et maintenant, ça se voit, Volkswagen est représenté globalement partout dans le monde et l'action de Volkswagen, elle a monté depuis un an de 60%. L'action de Peugeot n'a pas tellement monté. Bon, je vais revenir à la question principale maintenant. Troisième déterminante pour la productivité, c'est la situation générale économique et la situation budgétaire. Comment une industrie peut être productive si 57% du PIB sont absorbés par les dépenses d'État? Bon, le résultat, c'est un déficit budgétaire qu'il faut couvrir. Comment? Avec une augmentation des impôts. La France, avec 50% des recettes d'État du PIB, la France, elle est déjà le pays le plus taxé de la zone euro de l'Union européenne. Et de l'OCDE, il ne faut pas que je répète ce que le secrétaire général de l'OCDE vient de dire. Bon, alors, c'est évident, il faut couper les dépenses. Dans quel domaine? Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à l'Allemagne de donner des conseils au gouvernement français. Il y a tellement de conseils déjà en France. Là. Moi, je me rappelle d'une belle étude, d'une bonne étude là, de l'Institut Thomas More de l'année dernière et récemment d'un livre là, de son
président du comité des finances publiques, Gérard Dussiol, avec le titre « La crise enfin ». Bon, maintenant la question principale, l'Allemagne est le modèle. Je voudrais tirer votre attention sur la question rigueur-croissance. Chaque fois quand je viens à Paris, là, on me dit il faut de la croissance pour redresser le compte public. Ma réaction, elle est toujours la même. Comment achever de la croissance? Elle ne tombe pas du ciel. Comment est-ce que vous allez le faire? Il y a des exemples. Je vais vous citer un exemple. L'Allemagne est un exemple aussi, mais il y a un autre exemple spectaculaire, assez récent, c'est Irlande. Il y a en 2010, le déficit budgétaire de l'Irlande était 30%. Maintenant, selon la prévision la récente de la Commission, pour 2014, 5%. Alors, réduction de 30 à 5%. Et la croissance, elle est au rendez-vous. Selon la prévision de la Commission, la croissance, elle doit être aux alentours de 2%, plus élevée qu'en Allemagne et en France. Et l'autre exemple, le contre-exemple, c'est le Reaganomics dans les années 80. La stratégie to grow out of the deficits, elle n'a pas marché. Alors ça, c'est, pour répondre à votre question, et l'Allemagne a exactement fait la même chose. D'abord, le redressement du déficit budgétaire et puis la croissance. Et en France, on essaie de faire l'envers. Je ne sais pas comment cette stratégie peut marcher. Le plan de compétitivité qui a été présenté par le gouvernement à la suite du rapport Gallois que vous évoquiez, est-ce que c'est une bonne marche, une bonne direction? Oui, c'est déjà un bon pas. C'est un bon pas dans la bonne direction. Mais il faut prendre en considération aussi la productivité. Personne ne parle de la productivité. Elle est une déterminante aussi importante pour la compétitivité que le coût du travail. Ce n'est pas par hasard qu'on parle que la compétitivité est mesurée par les coûts du travail unitaires. Alors, on reviendra à cette question. Juste un petit mot, parce que c'était d'une certaine manière une perche que vous tendait indirectement Michel Didier tout à l'heure. C'est l'ensemble de l'Europe qui ne va pas bien. Alors vous avez montré que la France allait peut-être encore moins bien que d'autres, et notamment que son voisin allemand, mais il y a un vrai problème de pilotage économique de l'ensemble de la zone Europe, si on entend Michel Didier. D'abord, est-ce que vous partagez ce jugement? Et quelle est la responsabilité, j'allais dire, partagée, cette fois-ci, de la France et de l'Allemagne dans ce déficit de pilotage? Oui, je vous remercie. Et puis on conclura là-dessus pour qu'ensuite je puisse donner la parole aux deux autres experts. Il y a déjà des signes d'amélioration dans les pays périphériques surendettés. La compétitivité, elle monte dans les 4 pays. Même la Grèce a un excédent dans la balance des transactions courantes. Là, si les pays continuent à poursuivre cette politique, ça peut devenir un problème pour la France. Parce que pour moi, de ce que je vois, la France est pratiquement le seul pays dans la zone euro qui ne bouge pas beaucoup. Alors les 4 pays peuvent devenir des concurrents pour la France. Et c'est pour ça il y a un besoin urgent pour la France d'agir, et l'Allemagne a besoin que la France soit un partenaire solvable, un partenaire ayant une crédibilité financière irréprochable, pour que le président français soit en equal footing, ou même sur un pied d'égalité avec la chancelière là, pendant les négociations à Bruxelles. Ça, c'est indispensable pour moi, et c'est pour ça, pour moi, et ça serait plutôt ma conclusion, la balle pour le sauvetage de l'euro, de la zone euro, et pour renforcer la construction européenne, elle est dans le camp français.
Et donc, votre difficulté, ou ma difficulté à vous faire prendre parti sur la façon dont l'Allemagne contribue ou non au pilotage économique de l'Europe, pour vous, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Tout va bien. Non, on a bien, évidemment, on a aussi des problèmes là, des problèmes qui datent un peu de l'histoire. Après l'introduction de l'euro, on a quand même découvert en Allemagne que le taux de conversion Deutschmark et euro était surévalué. Au détriment de la productivité, de la compétitivité de l'industrie allemande, au détriment des exportations allemandes. Et deuxièmement, il y a la faiblesse, elle s'expliquait aussi par les investissements. Investissements pas très élevés à cause du manque du capital. Le capital a été exporté dans les pays voisins qui sont maintenant les pays surendettés. Maintenant, après la crise, là, le capital est repatrié. Pour moi, c'est uniquement la normalisation d'une situation qui était anormale. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Wolfgang Glomb. Éric Leboucher, on a évoqué à plusieurs reprises la question de la réduction des dépenses publiques et qui passe évidemment par une réforme probablement assez radicale et de l'État et du système social, du fameux modèle social à la française. Tout à l'heure, Angèle Gurria disait il n'y a pas d'opposition entre la réduction des dépenses sociales et le maintien, voire le développement de l'équité, puisque ça fait partie de notre sujet, hein, comment concilier compétitivité et équité. La réforme de l'État, vous y croyez? Les 60 milliards sur 5 ans annoncés, je prends soin de le dire, et pas encore programmés, comme le soulignait Michel Didier tout à l'heure, vous y croyez? Et comment ça peut marcher? En changeant beaucoup de choses. J'aurais beaucoup de réponses à donner et à Michel et à Wolfgang, mais on aura le débat tout à l'heure. Oui. Alors, on aura un bout de débat, mais on a pris un peu de retard. Je le dis, moi, je ne crois pas du tout à l'éclatement de la zone euro. Je crois que c'est une hypothèse que les hommes politiques et les femmes politiques d'Europe ont mis du temps, mettent du temps, beaucoup trop de temps. C'est en effet la raison pour laquelle la croissance européenne est faible, mais que ça la conduise à la sortie de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal, etc., je pense que je n'y crois pas. Enfin, au bout du compte, c'est un prix politique absolument impossible à apporter pour quiconque. Et donc, je crois qu'ils feront ce qu'il faut, comme Mario Draghi aussi a fait ce qu'il fallait pour l'éviter. Voilà. Quant à la balle est dans le camp français, pardon, juste, c'est un peu polémique, mais... Elle est aussi, quand le lendemain de l'annonce que l'Allemagne serait en équilibre budgétaire cette année, je crois que c'est aussi la coordination des politiques économiques se fait mal parce que la France traîne les pieds sur ses réformes structurelles, je vais y venir. C'est peut-être aussi quand même que l'Allemagne ne comprend rien du tout à Keynes, déteste cet économiste comme inflationniste. Or, je pense quand même que l'histoire a montré que, face à Ricardo, Keynes avait, dans certains moments, en moment de récession, raison, et qu'aujourd'hui nous sommes en récession, et qu'il faut plutôt écouter Keynes que Ricardo. Voilà. J'ai répondu, mais je pense que vous voudrez répondre. Moi qui suis tenu à une grande obligation de neutralité, je n'avais pas osé aller jusqu'au bout, aussi loin que vous, Éric, mais je vous suis reconnaissant d'y être allé. Alors maintenant, la question de l'État et de la neutralité et de la réforme des dépenses publiques. Oui. La réduction des dépenses, 60 milliards sur 5 ans en effet, 12 milliards par an. Michel a parfaitement raison, il faut en passer par s'interroger sur les effectifs et s'interroger sur les transferts sociaux, c'est incontournable. Et ce que je pense, moi, il y a deux façons d'y arriver. La façon dont on a essayé de le faire, c'est-à-dire faire mieux avec moins. C'était la RGPP en France, c'est le coup de rabot permanent, c'est la baisse homothétique des dépenses un peu partout les mêmes, ou en gros. Je crois que cette solution-là, elle conduira à l'échec, parce que dans beaucoup d'administrations, on est à l'os, comme on dit, et qu'on ne pourra pas aller plus loin sans abîmer le service rendu du bien public.
Et donc il faut vraiment s'interroger sur les missions de l'État, sur la façon surtout de rendre les services publics en l'an 2012, ou plus exactement au XXIe siècle. Je repars sur un point qu'a dit le président du Conseil tout à l'heure, sur le pont d'Arcole. En effet, la France est encore au pont d'Arcole. L'administration française, elle a été faite, et elle est toujours faite par Napoléon Bonaparte. Et c'est absolument impossible de résoudre les problèmes, les injustices, et de rendre les services publics aujourd'hui comme en 1810. Vraiment, les gens sont plus intelligents, les gens sont plus informés, il y a Internet, les administrés savent parfois rendre le bien public mieux que les fonctionnaires. Si on ne part pas de ce point-là, je crois qu'on n'y arrivera pas. Ça veut dire énormément de choses. Beaucoup de pays ont énormément avancé, le Canada, la Suède, etc., dans cette direction. Une révision complète des logiciels de l'État-providence. À cause du poids, on l'a dit, en France le plus lourd ou presque de l'OCDE, à cause de la légitimité très abîmée de l'État. Pourquoi la mondialisation qui a mondialisé les problèmes et non pas nationalisé les problèmes, donc il les a dénationalisés. Et puis à cause, disons, d'un volontarisme fanfaron, le quinquennat précédent comme celui-ci, la population a perdu la foi. Comme le disait Jean-Paul Delevoye tout à l'heure, c'est la fin des espérances collectives. Donc il faut, je crois, rénover complètement notre État-providence dans un siècle qui s'annonce d'incertitude, de crise permanente, de volatilité complète. C'est la crise sans fin de Myriam Revaud-Dallon. Il ne faut pas considérer qu'on passe d'un statut à un autre, et donc l'État va pouvoir répondre en se transformant, en se réformant. On passe d'un statut à de la vitesse, on passe d'un statut à un changement permanent. Et donc celui, pour citer, je parlais tout à l'heure du Canada qui a fait ces efforts, pour citer la grande responsable de toutes les réformes canadiennes, elle disait « L'avantage compétitif ira au pays qui se dote des institutions intelligentes à l'avant-front du chaos ». Nous sommes dans le chaos et donc l'administration doit gérer le chaos et non plus répondre défensivement aux chocs que subissent les gens, chômage, santé et autres, mais anticiper, être malin, prévoir autant que possible et circonscrire les risques. Je crois que c'est vraiment une nouvelle conception de l'État-providence qui existe ailleurs, je vais m'arrêter là, pour faire court, qui existe dans beaucoup d'endroits. Alors évidemment, je le dis ici dans le temple de la société civile, donc je parle facile, mais je le dirais autant au Conseil d'État, la société civile, l'administration doit co-gérer le changement avec la société civile et avec la révolution du XXIe siècle, c'est-à-dire avec Internet et les réseaux sociaux. Tant qu'on ne fait pas ça, tant que l'administration se considère comme immuable, et c'est pire parce que comme elle n'a pas si mal réussi la RGPP, elle dit, vous savez, je suis réformable. Ben non, vous n'êtes pas réformable, vous n'êtes pas réformé. Il ne s'agit pas d'une réforme, encore une fois, mais d'un changement de nature. Ouais. D'un changement de nature. Voilà. Merci beaucoup, Éric. Vous rejoignez d'une certaine manière le panel de l'INSEAD. Ludo ouvrait en disant la question de la méthode. C'est ce pourquoi vous plaidez. C'est ça, j'ai trouvé très moderne, au fond, de distinguer le fair play et le fair share. Je trouve qu'on est dans des réflexions du XXIe siècle et pas dans le rétablissement des équilibres sociaux du XXe, et encore moins de ceux de Napoléon Bonaparte. Sans déflorer ce qu'on se dira tout à l'heure dans la table ronde sociale, la grande conférence sociale, inaugurée ici même d'ailleurs au printemps dernier, le fait de confier aux partenaires sociaux cette transformation, cette mutation, vous y croyez? Vous y croyez pas beaucoup? Vous aimeriez y croire? Je l'espère. Là, pour le coup, le modèle allemand est admirable. Il faut absolument qu'en France, on arrête le conflit et une culture sociale du conflit et qu'on passe à une culture sociale du compromis.
il faut, voilà, je sais que le président de la République en fait un tournant historique, son ministre Michel Sapin y consacre toute sa journée. Je pense que c'est un moment absolument décisif, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ce n'est pas simplement les partenaires sociaux connus, syndicats et patronat. C'est toute la société civile qu'il faut mettre, sur laquelle il faut s'appuyer. Vous n'avez pas mentionné les collectivités locales. Si, aussi. Je pourrais donner des exemples de ce qui a été fait au Canada. On mobilise ceux qui savent, parce que les gens savent plus que l'État résoudre leurs problèmes. Très bien. Merci beaucoup, Éric Le Boucher. Jean-Hervé Lorenzi, je ne vous ai pas inscrit en fin de débat pour que personne ne puisse s'exprimer après vous, contrairement à ce que pensait Wolfgang tout à l'heure, puisqu'il y aura évidemment du débat. On va quitter la conjoncture, mais encore, on n'était pas uniquement dans la conjoncture, on était dans la conjoncture et la structure, c'est ça qui rend notre débat intéressant. La question de la compétitivité, de la croissance, de l'équité qui jalonne tous nos débats, vous avez choisi de l'aborder à travers un prisme qui est celui que la France accorde à sa jeunesse et la façon dont c'est en train de se détériorer une forme de contrat implicite entre les générations. En quoi, d'abord, c'est en rapport avec notre sujet principal ? C'est en rapport par un défaut terrible que j'ai, c'est que je ne peux pas m'empêcher de commenter ce que les autres disent. Alors, je vais le faire très, très rapidement, mais attendez, on est là pour ça. Voilà, ne vous excusez pas. Non. Je suis en accord avec... J'ai toujours été en accord avec Michel Didier depuis 35 ans. Ça, c'est mauvais signe. Non, mais c'est la fin qui compte. In coda venenum. Sur ses perspectives de conjoncture macroéconomique. J'ai juste toujours un petit désaccord sur la différence qu'il fait entre les États-Unis et les deux rives de l'Atlantique, parce qu'en réalité, le fond du sujet, c'est de savoir comment ils finançaient la croissance. Et à ma connaissance, peut-être, et tout le monde le souhaite, le débat aux États-Unis fiscal, qui est gigantesque. La fameuse falaise. L'endettement américain qui est gigantesque, qui est privé et public. Là, je rappelle quand même que la crise des subprimes, ce n'est pas une crise européenne. Est en fait, j'espère qu'il sera résolu, mais il est en réalité une large partie de l'explication des différences non pas de croissance, je suis d'accord, peut-être, mais en tout cas pas les 2 points de croissance. C'est un point de croissance dans cette affaire. Ce qui me permet de rebondir sur ce que disait Wolfgang, et qui est très très juste. Le sujet, c'est pas, parce que ça va me permettre d'introduire mon affaire. Pas plus d'un quart d'heure, tu m'as dit. Beaucoup moins que ça. Le sujet en réalité, la productivité. Évidemment que tu as raison de dire que le cœur du sujet, c'est pas, on parle du coût du travail, c'est la productivité. Or, cher ami, nous sommes 5 économistes ici. La productivité, c'est celle du travail, du capital global, et dedans, le progrès technique. Le progrès technique, c'est évidemment la manière dont on arrive. C'est les 2 tiers sur les 2 derniers siècles. C'est l'électricité, c'est la machine à vapeur, c'est de l'informatique, c'est le progrès technique. Or, le progrès technique, c'est la manière dont on capte la science, dont on la développe, dont on la produit, dont on la diffuse. Les gains de productivité, chers amis, des 2 rives, des 2 côtés de l'Atlantique, sont faibles. En Allemagne, les gains de productivité, en réalité, sont faibles. En Europe, ils sont faibles. Ils sont faibles parce que nous n'avons pas, et c'est le débat majeur de la manière dont on se sortira. Les pays de l'OCDE, M. Gouria fait état de différence entre les pays de l'OCDE, mais il a un problème qui est les pays de l'OCDE par rapport à ceux qui ne sont pas les pays de l'OCDE. Comment arriverons-nous à gérer finalement ces divergences de croissance entre nous, faibles, même tes 2% américains, c'est quand même pas top, c'est en dessous de la croissance potentielle, et la réalité de ce que font aujourd'hui les pays émergents. Tout simplement parce que nous serons capables ou non, mais j'espère que nous serons capables de récupérer, développer, faire croître le développement technique. C'est ça l'enjeu. Vous avez qu'à prendre les grands domaines, l'énergie, l'agroalimentaire, tous les secteurs. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on n'a pas de 4e génération de nucléaire, on ne sait pas comment stocker l'électricité, on ne sait pas comment capter le gaz de schiste dans des conditions qui soient à peu près satisfaisantes. Donc on a un problème progrès technique. D'où le lien. Le lien, c'est que... Je t'interromps, tu vas faire le lien, mais est-ce que ce sujet de la productivité par le progrès technique, ça pourrait tenir lieu
d'une vraie stratégie économique européenne? Mais c'est pas mon cher ami, ça n'est pas, ça pourrait, c'est le seul on ne sujet. voit pas. Attends. C'est une arlésienne pour l'instant. D'où le mon basculement. On a 2013-2014, Angèle Gurría, comme tout le monde, et évidemment comme mon maître Michel Dizier, dans sa manière au fond, de prévoir la conjoncture sur laquelle il ne s'est jamais trompé. Enfin, presque jamais. On reste amis. Ouf, on a frôlé l'incident. Non, il n'y a aucun incident parce que c'est quand même le meilleur conjoncturiste français, c'est absolument évident. Et donc, par rapport à ça, on a 2013-2014 difficile. On a un sujet majeur qui est le sujet qui est celui de notre avenir, qui est en fait la manière dont les pays de l'OCDE, dont M. Gurría a aujourd'hui la responsabilité, en tout cas la responsabilité intellectuelle, comment nous allons arriver à faire augmenter notre croissance potentielle. Croissance potentielle, c'est un mix entre les taux d'activité des pays et la productivité, c'est-à-dire largement le progrès technique. Comment est-ce que ceci peut être résolu? C'est confronté à ce qui, à mon avis, est le problème majeur de nos pays, pas uniquement de la France, de nos pays. Et j'allais dire sur ce sujet-là, en numéro de l'Allemagne, c'est le fait que nous avons ce qu'on appelle l'aging, la transformation, le choc démographique, qui est 1 milliard de fois plus important que n'importe quel autre choc, qui est le fait que, si je prends juste un chiffre, on passe pour les plus de 60% dans l'ensemble du monde de 10% à 20% en 15 ans, pour nos pays de 20% à 30% en une quinzaine d'années. C'est majeur. Pourquoi c'est majeur? Parce que ça joue sur les taux d'activité, premier point de la croissance potentielle, parce que ça joue sur le progrès technique, parce que c'est pas les... enfin, je ne vais pas faire du jeunisme, mais le progrès technique n'est pas fondamentalement développé par les retraités. Donc, le fond du sujet, et dernier aspect, parce qu'il faut financer tout ça. Il faudra le financer. Or, le financement, il ne se fait pas avec un choc démographique qui donne à ceux qui disposent de l'essentiel du patrimoine et qui sont par nature averses au risque, la volonté de se lancer dans le financement d'une société qui serait une société très dynamique sur le plan du progrès technique. Donc, le cœur du sujet, c'est une manière, au fond, d'essayer de prendre le biais des réformes dans notre pays, mais vous verrez que ce n'est pas que dans notre pays. Et le lamento sur les réformes, etc., structurelles, je l'étends beaucoup plus largement, non seulement en termes de thème, mais en termes de pays. Il consiste à essayer de trouver d'abord, au fond, un lien, une capacité d'accueillir ce qui est notre chance à nous en France. Ce n'est pas le cas de tous les pays. D'accueillir cette jeunesse et d'utiliser au fond son talent. C'est une chance historique pour la France. La France, elle a 2 atouts. Elle reste un pays riche avec un taux d'épargne et une épargne importante, et elle a une jeunesse. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Donc, comment on l'accueille? Problème majeur. On a vécu pendant les 30 dernières années avec l'idée partagée, gauche et droite, qu'il y avait un partage du travail, que vous vous souvenez, l'ARPE, l'idée qu'un vieux qui s'en va, ça permet à un jeune de s'en aller, ce qui, pour un professeur d'économie universitaire, posait problème, parce que nos assistants sont bons, mais plus tard. Donc, il faut du temps. Donc, on a vécu là-dessus, et donc il faut arriver à faire que l'organisation même de l'accès des jeunes ne soit pas simplement l'idée qu'on lâche du lest sur le marché des seniors, ce qui est un problème spécifique français. Deuxième sujet, il faut arriver à faire que l'investissement, ce qui est très compliqué pour tous nos pays, que l'épargne soit une épargne de long terme, ceux qui détiennent le patrimoine, c'est-à-dire plutôt des plus de 50-60 ans, soit finalement acceptable, et que cette épargne de long terme se transforme en investissement, ce qui est un problème à risque. Or, plus vous vieillissez, plus vous êtes averse au risque. Comment est-ce qu'on résout ce problème-là? Et donc, ma conviction, c'est que pour la société française, et vous verrez que ça se transférera sur d'autres pays, mais dans cette affaire-là, au-delà des mesures conjoncturelles majeures que Michel évoquait tout à l'heure, indispensables, la difficulté, c'est que, évidemment, qu'il y aura une baisse du pouvoir d'achat moyen dans les 2 années qui viennent,
qu'on réduise les dépenses publiques ou que, à la manière d'Éric Le Boucher, j'avais oublié de dire que j'étais très d'accord avec ce qu'il a dit, mais à la manière Éric Le Boucher, et non pas avec une RGPP qui évidemment s'est épuisée, ceci faisant 2-3 années difficiles, il faut en même temps qu'on joue de ce qui est notre problème majeur, comment on arrive à accueillir les jeunes. Je rappelle que nous sommes quand même le seul pays au monde qui, alors là, ça c'est des difficultés majeures, qui, sur les 750 000, 800 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, il y en a 150 000 qui n'ont même pas la capacité de pouvoir s'intégrer, parce qu'ils n'ont pas les instruments oraux, écrits, qui leur permettraient tout simplement de travailler et de pouvoir rentrer sur le marché du travail. Il faut, à mon avis, qu'avec beaucoup de périodes d'essai, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, beaucoup plus de souplesse, qui rentrera, j'espère, dans la réorganisation, la grande négociation, mais il faut qu'on arrête d'être le seul pays du monde qui accueille les jeunes avec des stages et des CDD. On a 80% des jeunes qui, et c'est une spécificité française, hein, ne croyez pas du tout que ce soit quelque chose de généralisé. Et puis du côté des seniors, c'est évidemment le sujet d'arriver à allonger, disons, à repousser le départ de l'âge à retraite. Mais là, c'est un problème qui touche beaucoup de sujets, y compris la formation professionnelle qui a été évoquée. Et moi, je plaide, et ce sera mon souhait le plus profond, pour que cette espèce de cancer, cette difficulté majeure qui rumine dans ces Français sur les retraites. Il y a eu beaucoup de réformes dans les retraites. On sous-estime l'impact des retraites. Mais chaque Français pense que la retraite de son voisin est meilleure. On ne résoudra pas ce problème. Et donc, le fait de repousser l'âge de départ à la retraite, sans qu'on ait beaucoup de transparence, et c'est la raison pour laquelle je plaide, et c'est vraiment le lieu ici, pour qu'on ait, comme c'est le cas pour les retraites complémentaires, un système par points, c'est-à-dire un système qui soit un système transparent, clair, net. C'est la seule manière dont on résoudra ce problème, l'âge de départ à la retraite, l'autodactivité des seniors, et dans ce cadre-là, pour partie, les problèmes de financement de la sécurité sociale. Voilà. Bien, merci beaucoup, messieurs. Comme Jean-Hervé a pu réagir sur les propos des autres, et il a très bien fait de le faire, est-ce que vous avez un mot à rajouter avant que je donne un petit moment la parole à la salle et puis que nous concluions? Oui, je veux bien rajouter juste une minute ou une minute et demie pour dire la chose suivante et juste me concentrer sur la France et sur ce qu'il faut faire en gros rapidement. Ben, très bien. Premier point, quand on écoute tout ce qui a été dit, enfin ce qu'a dit les autres intervenants, au fond on sait ce qu'il faut faire. Entre la dépense publique, oui, la productivité, le progrès technique, on sait ce qu'il faut faire. Il n'y a pas beaucoup de désaccords entre vous. Mais voilà, ce qui est frappant, c'est qu'on ne le fait pas vraiment. Bon, et ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est ancien. Là, juste une petite anecdote. J'étais pendant plusieurs années sur ces bancs au Conseil économique et social, donc à discuter avec différents autres groupes, etc. Et je peux dire, parce que c'est il y a déjà quelques années, que lorsqu'on mettait le mot compétitivité dans un projet de rapport, il y avait plusieurs amendements pour qu'il soit supprimé. Supprimé, parce que mettre le mot compétitivité, c'était accrocher un débat dont certains ne voulaient pas parler. Donc il y a du progrès. Donc, évidemment, il y a un événement majeur à mon avis. Il y en a deux. Le premier, c'est qu'on a un président de la République qui a clairement dit « je ne veux plus de déficit public ». Maintenant, au gouvernement de faire, je ne suis pas sûr qu'on ait fait exactement ce qu'il fallait faire, mais peu importe, l'objectif est clairement posé, et j'y crois. Et je ne me noie pas dans les débats austérité contre croissance. Il n'y aura jamais de croissance s'il on ne commence pas par réduire les déficits. On va peut-être la voir tout à l'heure, mais continuez. Deuxièmement, il a ensuite dit, compétitivité, c'est important. Voilà. Donc, il faut le faire. Alors maintenant, quels sont pour moi les marqueurs? Vrai de on le fait ou on ne le fait pas. Moi, j'en ai deux. Un, qui est ce qu'on a appelé la négociation sociale, mais il y aura un accord, bien entendu, mais c'est le champ de l'accord qui est important. Le champ, pour l'instant, il est quand même assez limité. Marché du travail, hein, oui, le non, contrat de travail. Le contrat de travail. Pour moi, c'est un marqueur, mais ce n'est pas le marqueur. Le marqueur, c'est est-ce qu'on est prêt à faire ce que j'appellerais la révolution de la liberté.
c'est-à-dire à faire un peu ce que les Allemands ont fait, au moment non pas de... Enfin, c'était sous Schröder, mais c'est les partenaires. C'est l'accord, il faut faire l'accord de Pforzheim à la française. C'est-à-dire, il y a un moment où il faut dire, on est tellement embrouillé dans toutes les complexités, les réglementations, etc., que l'État n'arrivera pas à les faire modifier. Il faut qu'il y ait un lieu où on retrouve de la liberté. Ce lieu, c'est l'entreprise. Donc il faut se dire qu'à un moment quelconque, l'accord, le vrai accord, c'est de dire, écoutez, dans l'entreprise, si vous vous mettez d'accord, chef d'entreprise, syndicat, etc., eh bien, si vous mettez d'accord pour considérer qu'il y a un certain nombre de réglementations dont vous voulez vous affranchir pour gagner de la compétitivité, ben vous le faites. Vous prenez le risque de la liberté dans votre entreprise. Entre les patrons, bien entendu, il faut le négocier, ça, il faut le discuter. Le deuxième, et ça, je crois que c'est le vrai marqueur du changement, c'est la seule manière d'amorcer un changement de fond dans notre pays. Puis après, on reverra les réglementations pour les adapter. Et le deuxième ? Le deuxième, c'est la loi de finances 2013. Il se trouve que nous avons fait une loi de finances dans un certain contexte qui n'était franchement pas le contexte de la compétitivité. C'était beaucoup plus axé sur le passé, il fallait changer, supprimer, etc. Et on a raté certains aspects de la loi de finances. Notamment, on a raté l'aspect fiscalité du patrimoine, mais j'y reviens pas maintenant, où s'est écarté de manière absolument considérable de la fiscalité de notre principal voisin qui est l'Allemagne, donc on ne peut pas vivre dans un même La même mise à région. niveau de la fiscalité du capital on rejoint sur celle le problème du travail, de la zone euro, là. qui... On ne peut pas vivre avec d'un côté de la frontière de telles différences de potentiel, c'est impossible. Bon. Et donc et on a raté complètement la fiscalité de la plus-value, l'imposition des plus-values de valeur mobilière. C'est fondamental pour la création d'entreprises et surtout le développement de l'entreprise. Bon. on est revenu un peu en arrière quand même. Mais non, on est revenu en arrière, mais on n'a pas changé le fond de l'affaire. On a introduit ces seuils complètement absurdes qui fait que si on a une grosse plus-value parce qu'on a plus que 10% du capital, on paye 2 fois moins d'impôts que si on a une petite plus-value parce qu'on a 9% du capital au moment de la cession. C'est absurde. On a introduit des abattements pour durée de détention, mais qui repartent chaque fois qu'il y a une structure du capital différente dans l'entreprise. Donc on ne sait pas du tout, quand on investit dans une entreprise, qu'est-ce qu'on a à la sortie. Il y a une chance que le gouvernement peut saisir la chance du fait que d'ailleurs le Sénat a annulé sa proposition pour retrouver de la confiance avec les créateurs d'entreprises, avec tous ceux qui ont investi dans l'entreprise. Dès la loi de finances 2013. Il faut le faire dès la loi de D'accord. finances 2013. On Il vous faut a- renoncer dans l'immédiat à cette absurde fiscalité des plus-values sur cession on de va valeur suivre mobilière. ça. L'avantage, c'est qu'on sera signal- fixé assez Ce vite. serait un signal, à mon sens, très important Ok. vis-à-vis des créateurs d'entreprises et des investisseurs dans les entreprises. 2 mots à ma droite, Wolfgang, un petit mot. Merci. Je vais essayer d'être Attendez, bref. mais dans le micro surtout, parce que sinon on vous entend Une pas. petite réaction à ce que Jean-Hervé vient de dire, progrès technique. Bon, il y a quand même le domaine de l'informatique. Mais là, le grand problème, c'est l'informatique ne crée pratiquement pas d'emplois, ou pas beaucoup d'emplois. Ça, c'est le problème. Mais il y a un autre domaine là, et ça, c'est une question qui est sur la une, à l'ordre du jour en Allemagne, comme la compétitivité en France, c'est l'énergie renouvelable. C'est évident qu'on ne peut pas continuer avec l'énergie nucléaire inédite. Ça, c'est évident. Alors, il faut attaquer. Il faut essayer de trouver une solution. Et ça, c'est un progrès technique qui peut créer de l'emploi. Il est d'accord. Ça, c'est un bon mot. Et si vous permettez encore, juste un mot, amicalement, Eric, on comprend votre position en Allemagne, mais on ne comprend pas pourquoi on peut avoir cette position. Parce que la politique keynesienne, il y a maintes exemples empiriques actuels qui montrent que le contraire est vrai. La politique keynesienne, elle a été justifiée uniquement en 2009, quand il y avait la baisse profonde de la demande intérieure. Et uniquement... On arrête. Non, on arrête parce que sinon, c'est l'horloge qui explose. Non, vous êtes gentil. Okay, Voilà. j'accepte. Eric, un petit mot.
Non, parce que le débat est trop compliqué, là, on va pas... Oui, non, mais sur éventuellement ce qu'on dit... non, mais c'est pas obligé, parce que de toute façon, on est déjà très en retard. Donc, si tu n'as rien à dire... Non, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Eh bien, c'est formidable. Tu me rends service. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux réactions, mais pas plus, malheureusement? Je vous assure que sur les autres tables rondes, si on dérape pas trop sur celle-ci, on aura un tout petit peu plus de marge de manœuvre pour les questions. Oui? Allez, monsieur, on monte le micro là-haut. Bonjour. Ce que j'ai noté de la part des économistes, c'est nous sommes tous d'accord sur ce qu'il faut faire. Alors pourquoi ça ne se fait pas? Est-ce que la raison en est finalement au monde politique? Il s'agirait pour eux de scier la branche sur laquelle ils sont assis, mettre fin au social clientélisme. Est-ce que c'est ça? Bon, alors ça c'est une question extrêmement importante que nous allons d'ailleurs pouvoir traiter et sur la table ronde sociale et ce soir sur la table ronde politique. Néanmoins, on va peut-être regrouper les questions. Thierry Drillon? Oui, moi j'ai une question. On a parlé de 2013. Je crois que 2013 c'est fait. On sait que globalement ça va être une année très difficile. 2014-2015, moi ce que j'aimerais c'est que vous nous donniez finalement une raison d'espérer sur un rebond 2014-2015 si c'est possible. Deuxièmement, en tant qu'entreprise, quelles sont les parties du monde précisément où est-ce qu'on a intérêt de regarder de manière plus précise? Et le troisième sujet, c'est comment nous, en tant qu'entreprise, on peut activement, je dis bien activement, participer à un éventuel rebond sur la zone européenne. Bon, là, vous ne me simplifiez pas la vie, Thierry, parce que c'est un programme. Alors, Eric? Sur les hommes politiques, je suis d'accord avec le constat. Le problème, c'est la mauvaise qualité des hommes politiques dans les pays occidentaux. Alors, deux bonnes raisons d'être optimiste. Moi, j'en vois deux. Il y a d'abord les prix de l'énergie. À cause de la révolution du gaz de schiste, on devrait avoir une stabilité à moyen terme des prix de l'énergie, je pense, dans le monde. Alors, évidemment, plus forte aux États-Unis qu'en Europe, mais enfin, ça se transmettra d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est fondamental parce que nous avons connu 10 ans de tension depuis la décennie précédente. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, sur les taux d'intérêt, je vais faire hurler peut-être mon voisin allemand, mais je ne crois pas non plus qu'il y ait une tension sur les prix dans les années qui viennent. Et donc, je crois que les taux d'intérêt resteront bas, voire très bas, même s'il y a une petite remontée, dans les années qui viennent. Ça fait quand même deux facteurs extraordinairement puissants pour améliorer la conjoncture mondiale. Oui, je rajoute un troisième élément qui, au fond, ne dédouane personne. Enfin, il n'y a pas les économistes, les politiques, les chefs d'entreprise, tout ça, c'est un peu c'est très approximatif. En revanche, bonne nouvelle, il ne vous a pas échappé. Moi, c'est une chose à laquelle je crois depuis des mois, peut-être même des années. Je ne crois absolument pas que ce qu'on a appelé la régulation par les normes prudentielles, c'est-à-dire le fait qu'on fixe au système bancaire et au système d'assurance en réalité des règles telles qu'elles ne puissent plus financer l'économie. Avec bonheur, j'ai vu que le BAL 3 avait donc été repoussé par les États-Unis, nos amis américains, et donc ceci signifie simplement que le système prudentiel va exploser, ou a explosé, pardon, va pas, mais a explosé, et en fait, c'est le point très très important, c'est que, alors, qui est vraiment un domaine auquel je suis très attaché, les systèmes prudentiels qu'on appelle solvabilité 2, Solvency 2, si vous préférez dans le langage traditionnel, pour les assurances, qui est repoussé de mois en mois, en fait, ne verra jamais le jour, sauf sur un point du genre, il y a un pilier, vous savez, il y a des piliers, tout un langage quasiment liturgique, et il y a un pilier, on dira il faut qu'il y ait une bonne gestion et tout le monde sera content. Ce qui me conduit d'ailleurs à dire à mon camarade Michel Didier que je m'engage très largement sur l'évolution des marchés financiers en Europe. L'année prochaine, je pense que les marchés financiers seront en réalité plutôt à la hausse, comme ils le sont, pour à la fois la raison prudentielle et à la fois le fait qu'il y ait des élections en Allemagne, ce qui, comme l'Allemagne est tapée comme tous les autres, ce qui joue évidemment beaucoup sur le discours politique, donc sur la conjoncture économique. Très bien. Merci à tous les quatre. Restez là. Nous allons demander à Christian Nibourel de rejoindre la tribune, de faire la conclusion, et ensuite on appellera Frère Samuel pour faire sa propre synthèse.
Merci Gilles Legendre. Alors, moi, ma conclusion, déni de réalité, je crois qu'on était en plein dedans, je crois que les deux économistes nous ont tenu le même discours. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que la croissance, elle sera plutôt de l'ordre de 0 à 0,3%, alors qu'on est toujours sur un budget à 0,8%. Donc les 60 milliards sur 5 ans, sauf si on augmente les impôts, mais il va falloir que ce soit plus de 60 milliards de réduction. Un point sur la RGPP tout à l'heure, puisque vous l'avez mentionné, la RGPP n'a travaillé que sur 250 milliards des dépenses de l'État, par rapport à des dépenses qui doivent être de plus de 1100 ou 2200 milliards de dépenses. Donc la RGPP n'a travaillé que sur 250 milliards de l'État. Donc il y a encore effectivement une marge de progrès, même s'il y a 550 milliards qui sont liés, si je ne m'abuse, aux dépenses sociales sur lesquelles vous êtes intervenu. Moi, le deuxième point qui m'interpelle, c'est sur le progrès technique. Alors, progrès technique est une arlésienne, mais il n'y a que vous, Gilles Legendre, qui pensez ça ou qui ne voyez pas. Là, le progrès technique, il est là. Et aujourd'hui, si on ne fait rien, on va prendre du retard en France sur la e-santé, on va prendre du retard en France sur la e-éducation et on va prendre du retard en France sur le e-government. Donc, la technologie, le numérique crée de l'emploi. J'ai entendu dire que l'informatique ne crée pas d'emploi, je ne peux pas laisser dire ça. Le numérique est créateur d'emplois, comme d'ailleurs l'ensemble des services en France, puisque 80% des emplois dans 5 ans seront créés par les services. Il faut arrêter d'opposer les services à l'industrie. Il y a un réservoir de croissance dans les services. Il y a aussi un réservoir de croissance dans l'industrie-service, puisque maintenant, les produits sont porteurs de services. C'est le réservoir de croissance que je vois, en tout cas, c'est là-dessus que nous, on travaille. Alors, un point inquiétant pour moi, c'est les propos de Wolfgang. Quand à un moment, vous avez dit « la France, vue de l'extérieur, est un des pays qui bouge le moins, ou qui bouge pas beaucoup ». Alors là, c'est inquiétant parce que je peux partager ce propos, mais je pense que l'opinion publique aujourd'hui et le corps social n'a pas du tout cette impression-là. Alors s'il faut qu'on bouge encore plus, et ça je pense que c'est de la communication politique, là il y a du travail à faire, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, le déni de réalité, ce qui se passe sur Florange aujourd'hui, c'est exactement ça. On donne de l'espoir aux gens sur des choses qui de toute façon on n'a plus moyen d'espérer. Oui, il faut savoir fermer une usine. Je ne sais pas si la métallurgie est un enjeu stratégique pour la France, mais en tout cas, oui, il faut effectivement fermer une usine, même en dehors de la métallurgie. Et je dis toujours, et je l'ai dit dans cette enceinte avec Jacques Attali la semaine dernière, nous, ça devient difficile pour nous parce que quand on ferme une usine, on est un voleur, quand on ouvre une usine, on est un pollueur, et quand on externalise, on est un gangster. Alors vous me direz que la marge pour nous est étroite. Donc chacun son job. Et puis le dernier point, je crois qu'on n'a jamais vu, et là c'est plutôt un observateur externe sur l'ensemble des industries, on n'a jamais vu les entreprises, ce n'était pas du tout le cas en 2008, avec autant de projets de transformation structurelle qui va leur permettre de se mettre en position d'une compétitivité maximum. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu autant de transformation profonde de l'industrie pour plus d'industrialisation, plus de partage, de centres de partage d'entreprises multiples pour améliorer à la fois leur productivité, leurs résultats et pour dégager des capacités d'investissement. C'est en ce sens-là que moi je reste bien sûr optimiste et positif. Et ma conclusion de ce que je retiens de cette table ronde par rapport à mon point de départ, tant qu'on n'aura pas des leaders avec une vision, pourquoi on ne fait rien? Pourquoi ça ne se passe pas? Pourquoi tous les diagnostics sont bons? Le rapport Attali était très bien. Le rapport Gallois reprend une partie du rapport Attali. Alors effectivement, on a la compétitivité qui arrive. Alors on a dit on va faire 10 milliards ici 2 mois, on ne sait pas comment on va les faire pour l'instant, mais on peut faire confiance. Par contre, on n'a pas de vision d'ensemble. Ma boutade tout à l'heure avec mon directeur financier, je ne l'ai pas fait de façon anodine. Les 3 milliards, pardon, 3 milliards, ce serait un peu beaucoup. Les 3,6 millions du forfait social, oui, je les prends. Voilà, alors effectivement, il faut qu'on arrive à trouver et à comprendre, nous, quelle est notre ligne par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc je pense toujours qu'il manque une vision, qu'il manque du leadership pour la France et du leadership pour l'Europe. C'est mon sentiment profond. Merci. Merci beaucoup, Christian. Je ne parlais d'arlésienne qu'à l'occasion de la politique européenne d'innovation et pas de l'innovation et du progrès technique en soi. Là-dessus, je vous rassure. Frère Samuel, vous avez la parole pour votre première synthèse. Alors, moi, comme observateur philosophique, j'observe d'abord que les techniciens, les spécialistes sont de moins en moins sûrs d'eux-mêmes. Depuis 3-4 ans, je vois une espèce de déprime progressive. Les outils sont là, les mécanismes sont dans la main des acteurs, les techniciens sont compétents, mais il se passe autre chose.
qui est au fond une espèce de perte de confiance des acteurs. Et c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe dans cette perte de confiance des acteurs? C'est-à-dire que le réel, c'est-à-dire le réel de la construction sociale, politique et économique planétaire que nous sommes en train de mettre en marche, commence à nous poser des questions auxquelles nous ne savons pas répondre. Et il me semble que la question majeure, c'est celle de la relation entre le bien commun et la compétitivité. La compétitivité, on est tous d'accord pour dire que c'est urgent, que ça fait partie de l'économie mondiale et de l'économie française, mais quelle est la relation de cette compétitivité au bien des personnes? Quelle est la relation entre cette compétitivité et la construction d'un projet commun? Quelle est la relation entre la compétitivité et le bien social? Là, nous sommes en état de doute, c'est-à-dire que le capitalisme, sous sa forme contemporaine, est en état de crise. Il n'est pas certain que le libre marché, simplement un peu régulé, provoque mécaniquement une amélioration du bien-être social et une contribution à la construction d'un projet collectif. Et donc il me semble que quand on interroge l'économie française, c'est celle de l'identité de l'économie française qui est en question. Si l'Europe doit demain se différencier à l'échelle mondiale sur le plan économique, ça ne sera pas dans la violence de ses comportements, les autres feront mieux. Ça ne sera pas dans la maîtrise scientifique des mécanismes, les autres feront la même chose que nous. Ça ne sera que sur la relation précisément entre la composante économique et la composante sociale. Et il me semble que c'est le débat d'aujourd'hui. Comment lier l'économique ou la compétitivité et l'équité? C'est la question qui est posée aujourd'hui à l'économie française, ou plus exactement aux acteurs de l'économie française, c'est à chacun de nous, les chefs d'entreprise, les gens qui gouvernent. L'économie aujourd'hui dans notre pays est-elle juste? Contribue-t-elle réellement au progrès de la société et des personnes? C'est la question qui est posée. La jeune génération y répond de manière à la fois lucide, réaliste et pour une part cynique. Elle n'y croit pas. Pour elle, l'économie mondialisée est un système totalitaire qui manipule les individus et qui les sert très peu. Nous venons des années 50, nous sommes les idéalistes de la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale et nous croyons qu'effectivement l'économie redeviendra maîtrisée dans la main des hommes et se remettra au service du bien de la collectivité nationale, internationale et mondiale. Rien n'est moins sûr. Et donc la vraie question, elle est celle-là. L'économie est-elle devenue un système manipulatoire qui échappe aux acteurs qui n'en sont que les pantins? L'économie est-elle simplement le lieu où les plus riches seront encore plus riches demain et les pauvres encore plus pauvres demain? Puisque rien n'est moins sûr que le capitalisme à l'échelle mondiale favorise la réduction des inégalités. Au contraire, on sait qu'elle l'augmente. Est-ce que l'économie de demain sera celle de la créativité et de l'innovation, c'est-à-dire que ce seront les plus malins qui gagneront? Est-ce que l'économie réclame d'être redistribuée de manière brutale par la solidarité gérée par l'État? Tous ces modèles-là ne répondent pas, il me semble, à la question de savoir quelle pourrait être nous, la France, notre identité économique. Il me semble que c'est du côté de la relation, en écoutant bien, entre précisément l'économique et le social, comment la responsabilité économique est aussi une responsabilité sociale. Il me semble que c'est ça qui est questionné. Aujourd'hui, si le dirigeant d'entreprise doute de lui-même, si les acteurs économiques doutent d'eux-mêmes, c'est qu'ils ne sont pas certains eux-mêmes que la responsabilité économique soit une responsabilité sociale. Il me semble que c'est ça qui est interrogé, et moi je sens que le malaise, il est là. Si l'innovation, si la compétitivité sont nécessaires, quelle relation exacte entre l'économie et la responsabilité? On parlait de la question de savoir si l'économie est le lieu où on est récompensé par son mérite. Si son mérite, c'est sa contribution financière, alors je ne pense pas que l'économie puisse prétendre avoir une véritable valeur sociale. Si le mérite, c'est l'engagement ou le degré de responsabilité personnelle, le degré d'engagement personnel dans l'acte économique, alors c'est autre chose. Il me semble que c'est ça la vraie question, c'est comment est-ce que notre organisation, à la fois politique, législative, sociale, va mettre en lumière dans les années qui viennent les acteurs responsables, c'est-à-dire les acteurs qui prennent de véritables risques, pas simplement qui font porter le risque sur leur porte-monnaie, mais qui prennent des risques à titre personnel. Je pense que demain, seuls redonneront confiance en l'économie à l'échelle d'un pays comme le nôtre les acteurs économiques qui prendront dans leur personne le risque de mettre en jeu quelque chose d'eux-mêmes. Je ne veux pas dire qu'il faut des héros de l'économie, mais il me semble que la figure de l'entrepreneuriat ou la figure de la responsabilité entrepreneuriale
est une figure qui est malmenée et une figure qui est questionnée. Il est évident que si les plus responsables d'entre nous vont s'installer dans les pays d'à côté parce que la fiscalité leur est plus à leur avantage, ça risque de créer de manière majoritaire à l'échelle de l'image et donc à l'échelle de la culture, à l'échelle de la croyance collective ou à l'échelle du témoignage face à la société civile, un témoignage problématique. Et donc je pense que la question est moins dans les mécanismes économiques, qui sont les mêmes et qui fonctionnent comme d'habitude, mais il y a un nouveau facteur, c'est la perte de confiance. Et la perte de confiance, elle relève de la culture économique, c'est-à-dire de la vision humaine que l'on a de l'économie et pas simplement des outils que l'on met en œuvre. Merci, frère Samuel. Bien.